Ils ont pensé que j'étais finie, que la mort de mon mari m'avait vidée de toute force et que je signerais n'importe quoi pour éviter le conflit. Ils ont parié sur mon chagrin, sur ma fatigue, sur ma solitude. Ils se sont trompés. Je n'oublie pas. Et je trouve toujours le moyen de revenir. Ce jour-là, la maison était trop silencieuse. Notre pavillon aux abords de Lyon, celui que Henri et moi avions acheté quand Marc était encore petit, sonnait creux. Le vieux parquet grinçait sous mes pas. L'horloge du couloir scandait les minutes avec une obstination presque insolente. Sur les murs, les photos de famille racontaient encore des Noëls bruyants, des anniversaires improvisés, des étés passés à arroser le jardin. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. Sur la table de la salle à manger, quelqu'un avait étalé des papiers. Enveloppe épaisse, logo d'une étude notariale, tampon rouge en bas de page. Il y avait un exemplaire du testament, une prétendue mise à jour, des tableaux de répartition, des colonnes de chiffres. Mon nom apparaissait une fois perdu dans un paragraphe comme une mention à peine nécessaire. La maison, les comptes, les placements, tout semblait se déplacer ailleurs, vers d'autres mains. Les miennes, celles qui avaient tenu cette maison debout pendant 40 ans, disparaissaient presque entièrement de ces pages. J'ai lu une première fois, vite pour comprendre au moins l'intention. Puis j'ai relu, lentement, phrase par phrase, comme si chaque mot était une épine qu'il fallait regarder en face. La date de la fameuse modification m'a fait sourire, mais d'un sourire froid. Ce jour-là, Henri était à l'hôpital, branché à des machines, incapable de tenir un stylo. Je le savais, parce que j'avais passé la nuit entière sur une chaise en plastique à son chevet. Pourtant, sur le papier, tout semblait en règle. Signature, paraphe, cachet du notaire. Je me suis servi un café bien noir et je me suis assise. Le chagrin était là, à sa place, lourd, profond. Mais quelque chose d'autre prenait forme, au fond, une sorte de lucidité glacée. Ils croyaient que j'allais me laisser porter, que j'allais dire merci, que je signerais où l'on me disait de signer. Ils oubliaient que j'avais passé une vie entière à observer les détails, à faire attention à tout le monde. La porte d'entrée a claqué. J'ai reconnu les pas de Marc dans le couloir, ce rythme rapide qu'il avait déjà quand il rentrait du collège. Sauf qu'à l'époque, il venait se jeter sur moi en rigolant. Ce jour-là, il entra dans la salle à manger avec l'assurance d'un homme qui a pris une décision et qui attend que tout le monde s'y plie. « Maman, on peut parler quelques minutes ?» dit-il en tirant une chaise sans me demander si elle était libre. Aurélie, sa femme, le suivait de près. Elle avait ce parfum fort qui restait dans les pièces bien après son départ. Elle posa son sac sur le buffet comme si c'était chez elle, lissa machinalement sa robe et prit ce ton mielleux que je connaissais par cœur. « On sait que tout ça est difficile pour toi, Geneviève, » commença-t-elle. « On veut juste que les choses soient plus simples. Tu n'auras à te soucier de rien ?» Je regardai les papiers, puis leurs deux visages, celui de mon fils, fatigué, fébrile, visiblement convaincu d'être dans son droit, celui d'Aurélie, parfaitement maquillée, les yeux trop brillants pour être honnête. Je n'ai pas crié, je n'ai pas protesté. Je me suis contentée de poser une question. « Et vous trouvez cela simple, vous, d'effacer presque complètement ma place sur ces papiers ?» Marc a levé les mains, comme pour se défendre. « Ce n'est pas ça, maman. Tu sais bien que tu garderas tout ce dont tu as besoin. Mais légalement, c'est plus logique de faire comme ça. Pour les enfants, pour les impôts. On a vu ça avec le notaire. » Avec le notaire, que je ne connaissais même pas. Pas celui qui nous avait suivis pendant des années. Celui-là était nouveau, choisi par eux. Cela aussi, je l'ai noté dans un coin de ma tête. Aurélie prit ma main dans sa lienne. « Ce n'est qu'une question de paperasse, » souffla-t-elle. « Tu pourras rester ici tant que tu voudras. On s'occupe de tout, tu n'auras pas à gérer les factures, les travaux, rien. » Je retirai doucement mes doigts des siens. « Je vois, » répondis-je. « Vous avez beaucoup réfléchi. » Ils prirent mon silence pour une forme de consentement. Ils ne comprirent pas qu'il s'agissait d'un recul, d'un pas en arrière pour mieux voir tout le tableau. Lorsqu'ils partirent, après m'avoir recommandé de me reposer et d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit, la maison reprit son souffle.
Je me suis levée, j'ai pris les papiers et je les ai portés dans le bureau d'Henri. Cet endroit n'avait presque pas changé depuis son départ. La lampe de bureau, ses dossiers soigneusement rangés, la petite photo de nous deux devant la tour Eiffel quand on était jeunes. Je me suis assise dans son fauteuil et j'ai étalé les feuilles devant moi. « Henri, j'ai dit tout haut, je crois qu'ils te prennent pour plus fragile que tu ne l'étais. Et ils me prennent pour plus bête que je ne suis. » Je me suis levée pour prendre dans la bibliothèque un classeur où nous avions conservé les documents les plus importants. Une copie de notre premier testament y dormait, classée avec soin. Je me souviens encore du jour où nous l'avions signé. C'était un après-midi de décembre. Il faisait froid. On était allés chez le notaire dans le centre de Lyon, puis on avait bu un chocolat chaud ensemble au café d'en face. Nous avions pris cela à sérieux, mais sans anxiété. Nous avions confiance l'un en l'autre. Je comparais ce testament avec la version qu'on venait de me laisser. Dans le premier, tout était clair. Je conservais l'usufruit de la maison, une part importante des économies, la possibilité de continuer à vivre comme nous l'avions toujours fait. Dans le deuxième, la maison passait presque entièrement à Marc, certaines choses allaient déjà à mes petits-enfants, et on me laissait une rente minimale assortie de conditions floues. La signature d'Henri ressemblait à la sienne, mais quelque chose dans le trait m'agaçait. Trop implanté à un endroit, trop appuyé à un autre, comme si quelqu'un avait voulu imiter sa façon d'écrire. Je pris mon vieux carnet à spirale, celui dans lequel je notais les rendez-vous médicaux, les courses à faire, les recettes que je ne voulais pas oublier. J'ai ouvert une nouvelle page et j'ai écrit en haut « Testament, modification, question ». Puis j'ai commencé à consigner ce qui ne collait pas. La date, l'état de santé d'Henri ce jour-là, l'absence de toute mention de moi lors de cette fameuse visite chez le notaire. Les phrases toutes faites qu'Aurélie avait d'utiliser. Ce ton qu'elle prend quand elle croit faire passer un intérêt personnel pour une décision de bon sens. Le lendemain matin, après avoir bu mon café et descendu la poubelle comme tous les matins, j'ai pris le combiné du téléphone fixe. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. « Paul, c'est Geneviève, dis-je quand j'entendis sa voix. « Geneviève, répondit-il. Comment tu tiens ?» Je souris malgré moi. Il avait été le meilleur ami d'Henri au lycée, son partenaire de belote, puis notre avocat pour 1000 petites choses. Résiliation d'un bail, conflit avec un artisan, achat de la maison. Il connaissait notre vie presque autant que nous. « Je tiens, dis-je, mais j'ai besoin que tu passes. J'ai des papiers à te montrer et des questions à te poser. » Je sens quand la voix de quelqu'un change même au bout d'un fil. Celle de Paul prit une gravité immédiate. « Je passe en fin d'après-midi, dit-il. Ne signe rien d'ici là. » Je n'avais pas l'intention de signer quoi que ce soit. J'ai raccroché, j'ai remis l'ordre sur la table, j'ai passé un coup d'emponge sur le plan de travail, plus pour occuper mes mains que par nécessité. Dans l'après-midi, ma nièce Claire est arrivée comme elle le faisait depuis l'enterrement. Elle apportait souvent quelque chose à manger. Cette fois, c'était un tupper avec des lasagnes maison encore tièdes. Elle posa le plat sur la table, m'embrassa et me regardait avec cette façon qu'elle avait de chercher la vérité dans les yeux. « Ça va, Tata ?» demanda-t-elle tout doucement. « Ça va mieux, depuis que j'ai décidé de ne plus me contenter de dire que ça va. » Je lui racontai ce que Marc et Aurélie étaient venus m'annoncer. Elle serra les lèvres, secoua la tête. « Je m'en doutais, » dit-elle. Aurélie parle de la maison comme si c'était déjà un investissement, pas un lieu de vie. Je l'ai entendu dire à une amie que ce pavillon valait une petite fortune à la revente. Cette phrase-là partit rejoindre, dans mon carnet, toutes les autres choses qui pouvaient paraître insignifiantes, prises une à une, mais qui, mises bout à bout, racontaient une histoire bien précise. Paul arriva vers 6 heures. Il posa son manteau sur le dossier d'une chaise, me serra les mains et s'assit en face de moi. Je lui tendis les papiers sans un mot. Le silence qui accompagna sa lecture était lourd, mais pas pesant. C'était le silence de quelqu'un qui se concentre. Au bout d'un moment, il redressa les lunettes sur son nez et me regarda. « Tu as raison, dit-il. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. La date de la modification déjà, le fait que tu n'aies pas été informé, et cette signature-là. Je voudrais la comparer avec d'autres documents de la même période. » Je lui montrai des chèques signés par Henri un mois avant son hospitalisation,
des formulaires de la sécurité sociale, un vieux contrat de mutuelle. Paul les examina un à un. « Je ne vais pas te faire de promesses, continua-t-il, mais il est clair qu'on ne va pas laisser passer ça comme une simple formalité. Je vais demander une copie intégrale de l'acte au notaire, avec la preuve de sa présence ce jour-là. On va vérifier les registres de l'hôpital. Et surtout, on va prendre notre temps. Eux, ils ont compté sur ta douleur pour aller vite. Nous, on va compter sur ta mémoire. » Cette phrase me fit du bien. Sur ma mémoire. Enfin, quelqu'un qui reconnaissait que ce que j'avais dans la tête valait autant que ce qui était écrit sur du papier. Les jours suivants, Marc et Aurélie se montraient de plus en plus chez moi. Ils venaient avec des cartons, des mètres rubans, des idées de réaménagement. Un matin, alors que je sortais de la salle de bain, j'ai trouvé un serrurier en train de travailler sur la porte d'entrée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « C'est pour la sécurité », répondit Aurélie avec son sourire habituel. « Tu sais, avec tous ces cambriolages en ce moment, on a pensé que ce serait mieux de changer les serrures. Ne t'inquiète pas, tu auras un double. » Le serrurier, gêné, m'a tendu la facture presque en cachette. Je l'ai prise, j'ai lu la date, le nom de l'entreprise, le motif. Tout est allé rejoindre mon carnet. D'autres détails s'y ajoutaient chaque jour. Le fait que ma chambre d'amis au rez-de-chaussée devienne soudain une sorte de débarras, tandis que Marc et Aurélie s'installaient de plus en plus dans la suite du premier. Les conversations à voix basse dans la cuisine quand ils me croyaient endormie. Les regards gênés de mes petits-enfants quand ils voyaient leurs parents me parler comme si j'étais un meuble un peu encombrant. Un soir, après leur départ, Claire m'a aidé à monter quelques cartons au grenier. Il faisait froid là-haut. Ça sentait la laine et la poussière. Elle a trébuché contre une vieille valise et derrière, presque coincée contre le mur, nous avons découvert une boîte à chaussures fermée par un élastique. « Tu savais que c'était là, Tata ?» demanda-t-elle. Je l'avais vue un jour, mais je ne l'avais jamais ouverte. Je ne suis pas du genre à fouiller dans les affaires de mon mari, avais-je toujours dit. Cette fois, je pris la boîte avec précaution. Nous sommes redescendus, nous l'avons posée sur la table de la cuisine. Je retirai l'élastique, soulevai le couvercle. Il y avait des photos en noir et blanc, des lettres pliées, et au milieu, une enveloppe avec mon prénom écrit de la main d'Henri. Ce G, un peu trop arrondi, je l'aurais reconnu entre mille. Mes doigts tremblaient légèrement quand j'ai ouvert. « Si tu lis ceci, Geneviève, c'est que je ne suis plus là pour t'expliquer tout ça en face. Alors, comme d'habitude, je laisse les choses écrites. Tu me connais. » La lettre parlait d'abord de choses ordinaires, le jardin, le vieux poirier qui mourait et qu'il avait du mal à abattre, les médicaments qui l'ennuyaient. Puis, plus loin, le ton changeait. Il évoquait ses inquiétudes concernant Marc, le fait qu'il avait tendance à se laisser impressionner par les gens sûrs d'eux-mêmes. Il parlait d'Aurélie, sans la nommer, avec des mots prudents. « Je ne veux pas te faire peur, écrivait-il, mais je sais que certaines personnes seraient bien contentes de t'écarter des décisions si je n'étais plus là. Alors j'ai pris mes précautions. Il y a une boîte au coffre de la banque, tu sais bien laquelle. J'y ai mis quelques papiers qui pourront t'aider si un jour on essaye de faire de toi une figurante dans ton propre film. » Je relus ce passage 3 fois. Je sentais sa voix dans ma tête. Je l'entendais presque rire lorsqu'il faisait une blague sur lui-même. Et je sentais aussi sa gravité. Il avait vu venir quelque chose que moi, j'avais refusé d'imaginer. Le lendemain, Paul et moi sommes allés à la banque. Pas la grande agence moderne de la Pardieu, non, la petite agence de quartier près de la boulangerie, celle où Henri allait payer les factures, discuter avec le conseiller autour d'un café dans un gobelet en carton. La conseillère qui nous reçut se souvenait très bien de lui. « Monsieur Moreau » dit-elle, toujours ponctuel, toujours avec ses questions sur les taux d'intérêt. Elle nous conduisit dans un petit local discret, au fond de l'agence. Paul avait pris soin de venir avec la lettre. La boîte de dépôt fut posée sur la table métallique devant nous. J'ai eu un moment d'hésitation à l'ouvrir, comme lorsque l'on tire un rideau en se demandant ce qu'il y a derrière. À l'intérieur, il y avait un carnet à couverture de cuir, un trousseau de petites clés et une chemise cartonnée.
Dans la chemise, un écrit signé de la main d'Henri daté de plusieurs mois avant son hospitalisation. Il y affirmait sa volonté que je conserve le droit d'occuper la maison toute ma vie, quel que soit le montage juridique ultérieur. Il mentionnait aussi la nécessité de me consulter pour tout projet de vente ou de division. Ce n'était pas un testament, mais c'était une preuve claire de son intention. Le carnet contenait des notes de tous les rendez-vous qu'il avait eus à propos de nos affaires, des mentions de coups de fil avec Marc, de discussions avec le notaire, de remarques sur des insatisfactions. À un moment, il avait écrit « Je sens qu'on me presse pour modifier certaines choses. Je veux bien réfléchir, mais pas au prix de mettre Geneviève dans une position fragile. Je préfère laisser une trace ici. » Je sentais une chaleur étrange dans la poitrine. Ce n'était ni de la joie, ni de la tristesse. Plutôt une forme de reconnaissance. Henri, même malade, même inquiet, avait pris le temps de penser à la suite. Il n'avait pas tout prévu, personne ne le peut, mais il m'avait laissé des armes. Paul prit en photo chaque page, chaque signature, il nota le numéro de la boîte, le nom de la conseillère, l'heure. En sortant, il me dit « Ça va prendre du temps, Geneviève, mais ça nous donne une base solide. Ils ont voulu jouer avec les formes en espérant que personne ne regarderait le fond. Nous, on va retourner les formes contre eux. » Le mot « jouer » me fit l'effet d'un mauvais goût en bouche. Je ne voyais pas où était le jeu quand on parlait du toit d'une femme qui venait de perdre son mari. Mais je compris ce que Paul voulait dire. Pour Marc et Aurélie, tout cela était devenu une sorte de calcul, de stratégie. Pour moi, c'était la vie. Le conflit prit alors une forme plus nette. Aurélie tenta quelques approches adoucies. Elle m'envoyait des messages pleins de quetilles et de promesses de venir m'aider à trier les affaires d'Henri. Elle proposait de refaire ma chambre pour la rendre plus moderne, comme si un nouveau papier peint allait m'avoiler une spoliation. Je répondis brièvement, poliment, mais je ne cédais rien. Marc, lui, oscillait entre la colère et la gêne. Un soir, il débarqua sans prévenir, les joues rouges. « Pourquoi tu fais ça, maman ? Tu fais confiance à cet avocat plus qu'à ton propre fils ? Tu vas nous mettre dans des problèmes pour des broutilles ?» Je l'ai regardé longtemps. J'ai toujours su que l'amour d'une mère peut être une faiblesse, la porte par laquelle on fait entrer des compromis qu'on regrettera. Cette fois, je posai quelques pierres à cette porte. « Je ne me bats pas contre toi, Marc, » je dis calmement. « Je me bats pour ce que ton père et moi avons construit. Si tu veux vraiment être de mon côté, tu peux l'être, mais ne me demande pas de fermer les yeux. » Il secoua la tête, incapable d'affronter ce que je venais de lui dire, et quitta la maison en claquant la porte. Le bruit résonna longtemps. Je laissai les tremblements passer, puis je pris mon carnet. Chaque scène trouvait sa place sur les pages. Les démarches de Paul aboutirent à une première audience au tribunal judiciaire. Ce n'était pas encore un procès au sens spectaculaire que l'on voit dans les fictions, mais une étape importante. Il s'agissait de demander la suspension de toute décision irréversible concernant la maison, le temps d'examiner les conditions dans lesquelles la modification avait été signée. Je me rendis au tribunal avec lui, un matin où le ciel sur Lyon était d'un gris typique. Devant le grand bâtiment de pierre, les gens montaient et descendaient les marches comme dans une fourmilière organisée. À l'intérieur, l'odeur de vieux dossiers, de café et de désinfectants se mélangeait. Nous attendîmes notre tour dans un couloir. Claire et mon petit-fils Thomas s'étaient assis un peu plus loin, prêts à témoigner si besoin. Dans la salle d'audience, tout était à sa place. Le jus derrière son bureau surélevé, le greffier penché sur ses notes, les bancs alignés, le micro qui grésille un peu. En face de nous, Aurélie était assise à côté de son avocat. Elle portait un tailleur sombre, ses cheveux parfaitement lissés. Son regard glissa sur moi sans s'y attarder, comme on regarde une voisine dans le métro. Paul présenta notre demande d'une voix tranquille. Il parla des incohérences de date, des documents retrouvés au coffre de la banque, du carnet d'Henri, des circonstances médicales. L'avocat d'Aurélie répondit avec des mots choisis. Il parla de bonne foi, de réorganisation patrimoniale, de soucis pour l'avenir des enfants.
Mais chaque fois que l'un avançait une généralité, l'autre revenait à un détail très concret. Une signature, un ticket de caisse, un extrait de dossier hospitalier. Le juge, un homme d'une cinquantaine d'années aux sourcils épais, écoutait sans trop intervenir. Il posait de temps en temps une question précise. À un moment, il se tourna vers moi. « Madame Moreau, dit-il, souhaitez-vous dire quelque chose ?» Je me levai. Mes genoux protestèrent mais se tinrent bon. Je n'avais rien préparé. J'ai toujours pensé que la vérité n'a pas besoin de discours écrits à l'avance. Je racontais simplement comment Henri et moi avions acheté cette maison, comment nous avions vécu, comment nous avions fait le premier testament ensemble. Je dis ce que j'avais ressenti en découvrant ma quasi-disparition des derniers papiers. Je précisais le jour de l'hospitalisation, la nuit sur la chaise, la visite du notaire qui n'avait jamais existé à mes yeux. Je n'accusais personne directement, je décrivais, je nommais les choses. Quand j'eus fini, la salle était silencieuse. Le juge hocha la tête et me remercia. Je me rassis, le cœur battant, mais avec une étrange impression de paix. Aurélie, de son côté, paraissait moins sûre d'elle. Lorsqu'on lui demanda des précisions sur la fameuse rencontre chez le notaire, elle bafouilla légèrement. Elle prétendit ne plus se rappeler, confia avoir laissé Marc s'en occuper. Marc, lui, restait muet, le regard fixé sur ses mains. Le juge ne rendit pas de décision définitive ce jour-là, mais il ordonna la suspension de toute session de la maison et exigea la communication de tous les documents originaux. Ce simple geste, cette main qu'il fit vers le greffier pour dicter ses mesures, changea beaucoup de choses. Il signifiait que l'on ne considérait plus cette histoire comme un caprice de vieille femme, mais comme un dossier sérieux. Les mois qui suivirent furent faits d'aller-retour entre la maison, le bureau de Paul et le tribunal. Les experts en écriture confirmèrent que la signature d'Henri sur la modification n'était probablement pas la sienne. Le notaire fut rappelé à l'ordre pour ne pas avoir vérifié certains éléments. Des voisins déposèrent des attestations. Madame Martin, qui habite juste en face, raconta la venue nocturne d'un camion de déménagement et les cartons sortis en douce. L'employé du serrurier indiqua que c'était Aurélie qui l'avait contacté en lui demandant de facturer au nom de Marc. Marc, lui, restait muet, le regard fixé sur ses mains. Petit à petit, le vernis de respectabilité qui entourait leur démarche se fendisait. Les mots d'Aurélie perdaient de leur brillance. Elle ne pouvait plus se contenter de dire que tout avait été fait dans les règles. Les règles, justement, se retournaient contre elle. La décision finale du tribunal tomba un matin d'automne. Le courrier recommandé arriva alors que je préparais un gratin dauphinois pour le déjeuner. Mes mains étaient pleines de pommes de terre et de crème. J'essuyai mes doigts sur un torchon, signé pour la lettre, et m'assis avant de l'ouvrir. Le jugement annulait la modification du testament pour vice de consentement et irrégularité formelle. Le premier texte redevenait la référence. Il confirmait mon droit d'user et d'habiter la maison jusqu'à ma mort. Il dénonçait aussi l'empressement avec lequel certains avaient voulu me faire signer et leur rappelait que le droit n'était pas d'une matière que l'on tord impunément. Je posais la feuille sur la table. J'entendais presque la voix d'Henri quelque part qui disait « Tu vois, finalement, les choses se remettent comme il faut ». Je restais ainsi un moment, le regard dans le vide, avant de reprendre mon couteau pour découper les pommes de terre restantes. La vie ne s'arrête pas lorsqu'un jugement arrive. Elle continue avec des gestes simples. Marc vint me voir quelques jours plus tard. Il avait appelé avant, pour une fois. Lorsqu'il entra dans la cuisine, il semblait plus petit qu'à son habitude, comme si la culpabilité avait un effet physique sur lui. « Maman, dit-il en s'asseyant, sans que je l'invite, je voulais te parler. » Je posais 2 tasses, versais du café, m'assis en face. Il jouait avec l'anse de la tasse, incapable de soutenir mon regard plus de quelques secondes. « Je me suis laissé embarquer, admit-il enfin. J'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire. Pour les impôts, pour éviter des complications plus tard. J'ai fait confiance à Aurélie et je n'ai pas voulu voir ce que se faisait pour toi. » Je ne lui répondis pas tout de suite. Il aurait été facile de lui lancer des reproches à la figure, mais les mots trop aiguisés coupent parfois aussi celui qui les prononce.
Tu as préféré ne pas regarder ?» dis-je calmement. « Maintenant, tu vois. Ce que tu fais de ce que tu vois, ça t'appartient. » Il hocha la tête, les yeux brillants. « Je suis désolé, répéta-t-il. Vraiment. Je ne lui dis pas que je lui pardonnais, pas avec ce mot-là. Le pardon n'est pas d'une phrase que l'on prononce dans une cuisine après un café. C'est quelque chose que l'on construit, comme le reste. Mais je posai ma main sur la sienne et je ne la retirai pas. C'était un début. Aurélie, elle, se fit plus rare. Elle continua de jouer son rôle dans les repas familiaux, souriante, polie, mais elle avait perdu quelque chose. Ce sentiment de toute-puissance tranquille qu'elle portait comme un parfum. J'ignorais si elle regrettait ce qu'elle avait tenté. Je savais seulement qu'elle avait compris qu'avec moi, ce genre de manœuvre ne passerait plus. C'était suffisant. Le voisinage aussi changea de regard. Certains m'avaient évité un temps, craignant de se trouver pris entre deux feux. Une fois la décision connue, ils revinrent peu à peu. Madame Martin m'apporta un pot de confiture de Mirabelle. Le facteur resta bavardé un peu plus longtemps que d'habitude. Le boucher du coin me fit cadeau d'un morceau de viande en plus en disant simplement « On est content pour vous, Madame Moreau ». Je pris alors le temps de mettre de l'ordre dans les traces de cette histoire. J'ai rassemblé tous les documents dans un grand classeur. Testament, jugement, lettres, attestations. J'ai écrit sur la première page ce que je voulais que ceux qui ouvriraient un jour ce dossier comprennent, que ce n'avait pas été une guerre, mais une défense, que je ne m'avais pas battu contre ma famille, mais contre une façon de faire qui nie la dignité des personnes âgées. Je retournais aussi au jardin. Henri aimait ses rosiers aimaient Henri. Ils semblaient avoir un peu souffert eux aussi pendant ces mois de tension. Je les ai taillés, arrosés, nourris. Les saisons reprirent leur rythme. Au printemps, les bourgeons s'ouvrirent comme si de rien n'était. Je pensais en les regardant que la justice, la vraie, ressemble à ça. Elle ne fait pas de bruit. Elle répare lentement. Elle remet la sève au bon endroit. Claire continuait de venir souvent. Parfois, nous ne parlions même pas de toute cette affaire. Nous cuisinions, nous regardions une émission à la télévision, nous rangions des armoires. Thomas réparait 2-3 trucs que Henri avait promis de regarder avant de tomber malade. La maison reprenait peu à peu son souffle d'avant. Un soir d'été, assise sur la petite terrasse à l'arrière, je pris le carnet de cuir de Henri. Je lus au hasard une page où il avait noté ceci. « Geneviève a toujours été plus forte qu'elle ne croit. Si un jour elle doute, il faudra qu'on lui rappelle. » Je souris. Il n'était plus là pour me le rappeler lui-même. Mais la vie s'en était chargée. Marc, en revenant vers moi avec sa honte et son désir de faire mieux. Le juge, en refusant de considérer que mon âge diminuait la valeur de ma parole. Paul, en prenant au sérieux chacun de mes souvenirs. Claire et Thomas, en choisissant sans bruit la vérité plutôt que le confort. Je posais le carnet, je levais les yeux vers le ciel qui rosissait. La maison derrière moi n'était pas simplement un bien immobilier protégé par le Code civil. C'était le lieu où j'avais appris ce qui comptait vraiment. Où j'avais compris que la discrétion n'est pas la même chose que la soumission, que le silence n'est pas toujours un consentement. Qu'une femme qui parle doucement peut, si elle le décide, faire beaucoup plus de bruit que ceux qui haussent la voix en permanence. Ils avaient cru que j'étais finie, que la mort de Henri m'avait cassé en deux. Ils avaient construit des plans, des calculs, des arrangements au-dessus de ma tête. Ils avaient oublié une chose. Je suis restée debout assez longtemps pour voir mon fils naître, grandir, se tromper et revenir. Assez longtemps pour enterrer mon mari sans m'enterrer avec lui. Assez longtemps pour comprendre que la valeur d'une vie ne se mesure pas à ce qu'on laisse sur un relevé de compte, mais à la façon dont on se tient quand certains essaient de nous pousser vers la sortie. Je ne sais pas combien de temps il me reste à passer dans cette maison. Ce que je sais, c'est que je la quitterai quand ce sera l'heure, et non parce que quelqu'un aura jugé que c'était plus rentable ainsi. Je sais aussi qu'un jour, quelqu'un ouvrira le classeur dans le bureau, lira les notes, les lettres, les jugements. Peut-être une petite fille curieuse, peut-être un arrière-petit-fils qui voudra comprendre pourquoi tout le monde parle toujours de cette grand-mère qui ne sait pas laisser faire.
Et j'espère qu'en refermant ces pages, cette personne se dira simplement: elle n'a pas gagné une bataille spectaculaire. Elle a tenu sa place. Et parfois dans une vie, c'est ce qui compte le plus. Moi, en tout cas, je m'en contenterai.